Bienvenue dans la jungle des affaires, une émission mettant en lumière les humains derrière les entrepreneurs et les gestionnaires d'entreprise. Votre animateur est Jean Gauthier et ses invités vous offrent une vision unique sur les défis et les sacrifices liés à la poursuite du succès dans une entreprise. Alors préparez-vous à découvrir les humains en plein cœur de la jungle des affaires. Salut la gang, encore une fois aujourd'hui dans la jungle des affaires. Ben oui, Régent Gauthier avec vous pour la prochaine heure. On va s'amuser parce qu'on va parler, oui, d'affaires, c'est bien sûr, mais vous le savez comment que j'apprécie beaucoup de découvrir aussi l'humain derrière l'entrepreneur, derrière le gestionnaire, derrière le travailleur autonome, derrière peu importe le type de gestion qu'on fait. Je parlais dernièrement avec un monsieur entrepreneur, on dit entrepreneur, mais il était travailleur autonome. Il dit, moi, je suis pas un entrepreneur, je suis un travailleur autonome. Mais moi, je les mets dans le même panier. Pourquoi? Parce que oui, c'est vrai qu'il n'y a peut-être pas du personnel à diriger, mais ça reste que il n'y a pas de patron. Son patron, c'est ses clients, c'est ses fournisseurs, hein? C'est son produit, son service. Alors, puis il est toujours en mode création. Alors, c'est différent. C'est pour ça aussi qu'on a un terme qui est de plus en plus populaire au sein de la communauté des gens d'affaires, c'est l'intrapreneuriat. Bon, c'est quoi ce nom-là, tabarnouche? C'est ça, c'est des gens qui sont comme un peu avec le volet entrepreneurial, ils ont ça en dedans d'eux autres. Hein? Ils ont ce sentiment de faire l'entreprise comme si elle était à eux. Et des fois, tu vas jaser avec ces gens-là, puis tu dis, non, c'est toi le patron? Ils disent, non, moi, je fais ça avec je suis là, 10 ans, 20 ans, tu sais. Puis, alors, c'est des entrepreneurs, c'est des gens qui prennent l'entreprise au sérieux, puis ça, vous le savez, les entrepreneurs, on a besoin de ça. Aujourd'hui, on a un entrepreneur, mais c'est différent dans la mesure où, puis je suis content, on a Stéphane Bureau avec nous, le vrai, ben oui, il y en a qui vont dire, hey, c'est-tu le vrai, les gens? Salut Stéphane. C'est pas de l'intelligence artificielle, ce n'est pas un hologramme, ce n'est pas mon avatar, c'est moi. C'est le vrai. Jusqu'à preuve du contraire. Moi, je me pince et je sens que ça fait quelque chose. Je peux pas le faire pour ceux qui, à distance, pourraient douter, mais ça me donne l'impression d'être moi-même. Yes, sir. Je suis content. Merci beaucoup d'avoir accepté, Stéphane. C'est très gentil de ta part. Je sais que tu as un horaire très chargé. Alors, je voulais te dire d'entrée de jeu qu'on apprécie beaucoup ta présence avec nous. Moi, ce que je te disais un petit peu tantôt, ce que j'aime, c'est de découvrir les gens. Hein, parce qu'on aime les gens, on aime les humains. Peu importe, oui, c'est nouveau, c'est un nouveau mot, oui, on a lancé ça dernièrement dans la page 40. Terrain. Dans la page 46 du dictionnaire. Mais on aime ça découvrir l'être humain derrière notre invité. Alors, c'est un peu ça, Stéphane, qu'on voulait savoir parce que les gens te connaissent beaucoup, on te voit à la télévision. D'ailleurs, tu fais un excellent travail. Je le sais aussi, j'ai des amis dans le domaine. Je le sais que c'est pas tout le temps rose. On voit comme comédiens, c'est-à-dire comme cinéphile, téléphile. Comédien, le mot est beau. Le monde est beau, oui. Le mot est bon. Le monde est beau et le mot est bon. Non, je suis pas comédien, mais on est dans la représentation, disons les choses comme ça. Oui, c'est ça, tu sais, puis c'est pas toujours rose. Les gens pensent, mais il est bon, lui, il est à télé, c'est facile, tu sais. Ah, t'as peu, là. Tu sais, il y a beaucoup de travail là-dedans, puis il y a beaucoup de... Mais ça reste que nous, ce qu'on veut savoir, c'est ta personnalité. Alors, Stéphane Bureau, qu'est-ce qu'il fait en dehors du travail? Comment il vit, ce gars-là? D'abord, t'es où présentement, là? Chez moi, à Paris. À Paris. Bon, OK, cool. Fait que là, toi, il est 6 heures plus tard, c'est bien ça? 19h30 quelques. Bon, parfait. Le timing n'est pas pire. Je me cesserais senti mal de garder jusqu'à 11 heures. On est bon. On est dans la zone où c'est encore possible. Je me sens à l'aise. Tu es à Paris par affaires ou tout simplement parce que J'habite ici. Tu es rendu à temps plein là-bas, là? Oui, depuis plusieurs mois maintenant, et je travaille ici. Ma vie professionnelle se fait de Paris. Okay. Ça n'exclut pas d'être ponctuellement au Québec, mais disons que depuis le mois d'août, je suis revenu, en fait, 2 fois seulement. La première pour récupérer mon visa, pour avoir le droit légalement d'être ici et d'y travailler. Puis la deuxième fois, plus récemment, pour aller travailler parce que j'avais des engagements à Montréal. Mais très courtement, j'ai été une semaine seulement. Puis qu'est-ce qu'il fait, lui, en dehors du travail, ce gars-là? Qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'à un moment donné, comme on dit, la hamster, j'ai jasé dernièrement avec M. Serge Marquis. Peut-être que tu vas le croiser à Paris ou dans ce coin-là. M. Marquis qui travaille beaucoup sur la philosophie du hamster, c'est lui qui a apporté ça. On a tous un petit hamster qui tourne. C'est pas unique à une personne. Je pense que j'avais la conversation sur ce thème précisément avec une amie qui n'arrivait pas à trouver le sommeil il y a 2 nuits. Et donc, le petit hamster tournait.
Et c'est quand on est en monologue intérieur, quand quelque chose perturbe, par exemple, notre sommeil, ou quand on se retrouve entre deux activités, puis on se met à être seul avec nous-mêmes et que soudain, des pensées obsessives, des tocs dans certains cas, tous n'ont pas des tocs, mais ça peut être des pensées obsessives, compulsives, répétitives, qui se mettent à tourner et qui se mettent à nous faire tourner en rond, parce que ce n'est que virtuel. Ça, c'est le mental qui travaille. Les geeks, je pense, parlent du vritti, donc cette espèce d'animation intérieure, parce que d'ailleurs, c'est le seul vrai secret du yoga, parce qu'on pense que c'est une espèce de gymnastique compliquée. Je crois que je suis pas un yogi, mais je pense que la clé est toute simple, c'est de faire taire, de faire le silence sur les vrittis, ce que tu appelles le hamster, et faire en sorte qu'on soit posé dans l'instant présent sans être dévoré par nos pensées compulsives. Puis ça, tout le monde a ça, sans exception, sauf peut-être les yogis qui ont tout compris le film. C'est pas mon cas, mais j'essaie de... Ça fait longtemps que j'ai essayé, en tout cas, de mettre le hamster en cage, puis quand je dis en cage, dans une cage où il n'y a pas de roue, pour éviter qu'il tourne à mes dépens, parce que c'était beaucoup d'énergie. Puis plus que de l'énergie, d'abord, c'est pas productif, mais c'est du temps investi à virtuellement rien de productif, rien d'utile. Au même titre qu'on a, c'est pas des pensées qui tournent en rond, on a, je suis certain que tout le monde qui nous écoute pourrait faire la liste, quelques grands thèmes de pensées qui reviennent. Et où tu dis, comment ça fait que je suis en train de repenser toujours à la même affaire? Puis je dis pas que c'est des pensées obsessives qui nous font tourner en rond, mais des thèmes. Puis on revient à ça. Comme je n'étais pas capable de sortir de cet horizon-là, puis de dire, hey, aujourd'hui, ce serait le fun que je consacre de l'énergie et du temps de penser à quelque chose d'absolument neuf. Que je pourrais solutionner, qui pourrait me faire avancer. Comment se fait-il qu'après avoir vu un bon film ou après avoir lu un bon livre, des fois, au lieu de retourner dans ce qu'on vient de traverser, puis d'essayer de dégager les affaires, on retourne à notre mode défaut, qui est bon, qu'est-ce que je pourrais même manger ce soir? Ou tout le monde le sait. Mais c'est non seulement pas utile, c'est très contre-productif. Parce que si on faisait la somme totale de tout le temps consacré dans une vie à des pensées vides, c'est, pardonnez le latin, fucking beaucoup. Et on se dit, on dort à peu près, mettons, le tiers de notre vie, 8 heures par jour. On pourrait dire que c'est pas du temps productif. Moi, je pense que dormir, c'est très productif. C'est essentiel. Puis, à plus forte raison, quand on dort bien, c'est-à-dire quand on dort en ayant la conscience tranquille, en n'ayant pas fait travailler le hamster avant, parce que c'est très utile. Et si tu dis, j'ai 2 heures de ma journée où je suis avec moi-même et où je pense toujours aux mêmes choses, multiplie ça par le nombre de jours, de mois, d'années, c'est à la fin de ta vie des années tout à fait. de temps consacré à 2 ou 3 affaires qui sont en boucle toujours les mêmes. Négatif pour la plupart du temps. C'est effrayant. Pour la plupart du temps, négatif aussi. C'est des choses. Mais monsieur. C'est souvent le cas qu'on joue, effectivement, quand on joue dans le nombril, c'est souvent pour des pensées ou avec des pensées négatives. Ça ne veut pas dire qu'on ne puisse pas être autocritique, qu'on ne puisse pas se regarder dans le miroir pour ce qu'on est. J'exclus pas ça du tout, mais il y a une contemplation masochiste où justement on est dans les pensées négatives qui change rien à rien. En fait, qui pire que ça, sont nuisibles parce qu'elles nous conditionnent notre regard. Tu recules, tu as parfaitement raison. Et tu finis aussi, je dirais, à la rigueur, par être agressif parce que tu associes tes pensées négatives au regard des autres qui pourraient être négatifs. Or, c'est comme l'histoire du gars ou de la fille qui fait une crevaison à 5 km de toute civilisation, qui se met à marcher dans l'espoir de trouver quelque chose, qui va au loin d'une maison, qui brille dans la nuit ou une fenêtre, il y a de la lumière, t'approches puis il dit, si c'est la nuit, ils ne laisseront jamais rentrer, ils ne donneront pas d'eau, ils ne vont rien faire.
t'approches un peu plus, tu te dis, je suis vraiment débile. Ils vont me couper la tête, c'est pas sérieux, je peux pas m'improviser comme ça. Ça prend encore davantage. Je me dis, non, mais qu'est-ce que je pense? Je suis débile de croire que des gens qui me connaissent pas dans le milieu de la nuit cognent à la porte, la personne répond, il dit, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Et les mots, tabarnouche, je le savais que tu ne voudrais jamais. Non, il vient de te demander qu'est-ce que je peux faire T'étais pour plus vous. là, Mais tu t'étais tellement conditionné que ce que la personne allait dire a aucune importance. C'est inopérant. Tu as projeté tes angoisses, tes pensées sur la réception qu'allait avoir la personne. Tu as trop pensé. Tu as trop. Ben, le hamster, on a bien aimé ça. En tout cas, c'est drôle qu'on parle là-dessus parce que moi, je trouve ça super le fun. M. Marquis, d'ailleurs, Serge Marquis, qui est un expert là-dedans, que je salue, soit dit en passant, parce qu'il nous suit régulièrement. Puis M. Marquis, écoute, c'est du bonbon, hein, parce que justement, comme tu disais tantôt, Stéphane, c'est qu'à un moment donné, il faut l'arrêter. Il dit, c'est moi qui contrôle mon hamster. On a tout un hamster, tout le monde. Pas sûr de ça. Alors lui, il dit qu'il contrôle son hamster. Il dit qu'il le pogne, puis il le met dans une cage, un peu comme tu as dit tantôt, il veut plus qu'il tourne, tu sais. Ah, mais c'est tout que des exercices à faire. Là. C'est le souhait qu'on se fait pour tous, mais c'est pas simple. C'est plus facilement dit que fait, parce que le hamster, des fois, il résiste à notre tentative de le mettre dans une petite cage. Est-ce que tu fais de la méditation? Non, j'en ai fait ponctuellement, mais j'ai pas ce genre de discipline. D'autres disciplines, mais de la méditation systématiquement, je peux pas dire que j'en fais. Non. Là-bas, tu nous as dit tantôt, tu es installé au niveau professionnel. Présentement, tu es encore à la télévision, j'espère. En tout cas, j'espère pour toi. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Es-tu en train d'écrire un livre qu'on ne sait pas? Je dirais... Non, pas du tout. Je fais aujourd'hui la télévision, c'est beaucoup de choses, hein, parce que ce qu'on fait de la télévision en ce moment, on fait des médias numériques. Donc, je fais plusieurs choses. Je travaille effectivement pour un réseau de télévision, BFM TV, qui est une grosse télévision en France, où je suis pour eux leur spécialiste responsable des affaires américaines, consultant des CDC. Donc, c'est moi qui de façon assez régulière, commente l'actualité américaine, particulièrement dans le contexte de l'année électorale aux États-Unis. Donc, ça, c'est une de mes activités. Je suis à développer d'autres choses. Donc, ça, je préfère ne pas en parler parce que c'est récent que je suis arrivé, ou récemment que je suis arrivé ici, et je travaille à construire quelques trucs. Puis, je bâtis surtout, je dis surtout parce que ça m'occupe beaucoup, un podcast, un balado, qui est très exigeant, pour lequel je livre un épisode et des fois 2 par semaine que j'enregistre essentiellement à Paris. Je contacte avec des gens qui viennent de tous les horizons. J'aime à dire que c'est un point de rencontre pour des gens qui pensent et façonnent le monde dans lequel on vit, qui commentent l'actualité, mais pas nécessairement l'actualité brûlante. J'aime mieux parler de l'ère du temps. J'étais en studio, justement, aujourd'hui, avec Raphaël Rossello, qui est un banquier d'affaires, extrêmement intéressant, qui a écrit un petit livre qui s'appelle Demain, la fin de l'innocence, qui porte, c'est peut-être des thèmes adjacents dont on parlait à l'occasion, mais moi, ça m'intéresse beaucoup, qui porte sur peut-être un mythe, celui de la croissance en Occident depuis 50 ans, depuis 1970. La croissance il n'y a pas eu de croissance économique. De la croissance économique depuis... alors, on peut choisir les dates, parce que c'est le premier choc pétrolier. En fait, depuis à peu près, quelque part dans les années 70, la croissance, ce rêve, c'est-à-dire toujours plus, puis toujours avancer, est une croissance artificielle, dopée essentiellement par de l'emprunt, par de la dette. Et donc, chaque point de croissance qu'on gagne chaque année est plus ou moins compensé par de la dette qu'on a accumulée. Si on avait à faire une image simple, c'est Will le coyote qui est au-dessus de la falaise et qui pédale dans le vide, mais avec suffisamment d'air chaud en dessous de lui pour qu'il continue à rester en suspension quelque part. Mais c'est un vrai problème parce qu'à un moment donné, il n'y aura pas assez d'air chaud pour compenser. Parce qu'il n'y a pas juste Will qui est dans le vide, il y a Will puis les dettes sur ses épaules. Il est bien pesant, là. Et ça commence à peser. Donc, lui a réfléchi à ça. C'est un réel banquier d'affaires, travaille avec des entrepreneurs. C'est pas un jeune monsieur, quelqu'un qui a beaucoup d'expérience et dont le premier constat, dans le fond, c'est de dire on vit dans un monde qui nie le réel. Le réel n'existe plus. Tu peux tout faire advenir dans le virtuel. C'est la parole qui est performative. Tu dis quelque chose, donc c'est vrai, c'est fait, alors que c'est pas nécessairement fait. Et où les concepts
sont plus forts que la réalité. Donc, tu peux dire, ben, ça ne déborde pas présentement ta marmite, parce que conceptuellement, quand je regarde la formule, c'est pas censé déborder. Alors, tu peux voir qu'il y a une marmite d'eau qui bout, qui déborde, mais il y aura des gens pour t'expliquer que ça se peut pas. Parce qu'en fonction des variables qui ont rentré dans leur fichier Excel, c'est pas censé déborder. Puis ils vont dire la réalité, c'était pas ce qui se passe avec la marmite sur la cuisinière, c'est ce que je vois dans mon fichier Excel. C'est les chiffres. C'est beaucoup le monde d'aujourd'hui. C'est le monde de la classe managériale qui pense être capable de réduire la réalité à des équations simples et à dire, ben, finalement, ne vous embêtez pas. Enfin, je ne suis pas dans des faits de la vie et de la réalité qui sont désagréables. Concentre-toi sur ton théorème virtuel. Ça va être la vérité. Il dit, ça ne marche pas. Alors, on a accepté ça depuis un certain temps. On a accepté de penser qu'on pouvait, par exemple, créer de la croissance en empruntant indéfiniment, comme s'il n'y avait pas de limite. Comme les pays, donc imprimer de l'argent. comme les pays font, c'est ce qu'ils nous montrent un peu. Je peux pas embarquer. Mais on parle évidemment de pays. Moi, je te parle pas là, de croissance pour. Alors, c'est vrai pour des entreprises. Ben oui, même entreprises qui font ça, qui empruntent pour acheter, par exemple, leur propre titre et doper le titre. Alors, tu prends de la dette pour créer, tu dis, de la valeur. Mais le mot est intéressant et lui, excusera tout ce détour, mais j'étais avec lui aujourd'hui. Lui, justement, dit qu'il faut faire attention. Créer de la richesse, c'est une chose. Créer de la valeur, c'en est une autre. Et c'est pas mal plus tough de créer de la richesse que de créer de la valeur. Et c'est un peu le monde dans lequel on est. C'est le genre de conversation, moi, que j'aime avoir avec mes invités. Mais tu parles pas juste de finances, par exemple, parce que moi, je l'ai écouté, ton podcast, une couple de fois. Je suis tombé à un moment donné sur une dame, je pense que c'était Noémie? On parlait plus... Noémie. Là, vous étiez, je pense... Aliwa, sur la chasse au masculin. Oui, c'est ça, hein? Qui est vachement dans l'air, dit-on. Oui, c'était bon, ça, j'ai aimé ça. Elle dit un instant. C'est parce que ça nous parle à tous. Ben oui. Alors, il y a des gens qui peuvent ne pas être d'accord. Il y a certainement des néo-féministes qui vont trouver qu'elle est trop conservatrice. J'ai bien aimé parce que... J'ai bien aimé son approche. Ben, en fait, vous avez parlé du libertin, vous avez parlé plein de choses, là, je me rappelle, mais je trouve qu'elle a une approche quand même... elle fait réfléchir, je trouve, cette fille-là, quand elle parle. Ben, écoute, j'espère que les 55 épisodes, filles ou garçons confondus, parce qu'il n'y a pas juste des filles, il y a des deux. Mais donc, j'espère que mes 55 épisodes participent à ça, parce que c'est, quand je disais tout à l'heure, j'interviewe des gens qui pensent, créent ou façonnent le monde dans lequel on vit. Ça peut être des penseurs, ça peut être des banquiers, ça peut être des gens... T'es-tu toujours d'accord avec eux? T'es-tu toujours en accord? Je veux pas être d'accord avec eux tout le temps. Des fois, il se trouve que je suis d'accord. J'ai des gens dont les pensées sont irréconciliables. Mais vraiment irréconciliables. Mais toi, tu le fais dans le but de quand même avoir un... Ben, on dit que c'est un show, là. Je dis, c'est quand même... Tu sais, je prends un exemple, Joe Rogan aux États-Unis, où est-ce qu'il interviewe des gens qui... Je suis pas sûr qu'ils soient toujours d'accord avec tous ces non, parce que des fois, il vient de sortir justement d'un procès avec quelqu'un, mais il dit, je vais l'interviewer. Fait que, écoute... Je pense que c'est une... je ne connais pas ce cas précis, mais je n'ai pas entendu l'entretien. Mais est-ce que j'aurais envie de me retrouver en face de tous ceux qui me poursuivent? Je ne sais pas. Ils ne sont pas nombreux, by the way. J'espère. Moi, je pense que c'est un gars plus aimé que... Beaucoup plus aimé que haï, non? C'est mon souhait. J'espère pour toi. Mais je ne ferai pas non plus de choix dans mon métier pour être d'abord aimé. Ouais. C'est-à-dire je comprends. La première responsabilité. Comme certains le font. Hein? On les nommera pas. Je peux pas juger pour les autres. On nommera pas personne. Mais je peux pas juger pour les autres. Mais moi, je sens qu'il y a des gens, des fois, qu'ils vont faire quelque chose où ils vont prendre des décisions professionnelles dans le but, justement, de se faire aimer davantage. Ou est-ce qu'on aime les gens qui sont capables de dire les vraies affaires en entrevue? Surtout en entrevue. Moi, j'ai adoré, en tout cas, de toute façon, tu as fait un paquet d'entrevues. T'as-tu déjà compté le nombre d'entrevues que tu as fait? Non? Non, évidemment pas. Mais au fil des ans, là, c'est des centaines par année. Là. Non? C'est plus de 10 000, très certainement. Oui, écoute, parce que à un moment donné, ce que j'ai vu beaucoup dans ce temps-là, c'était sur Juste pour rire,
où est-ce que tu étais sur Oui. une scène, je pense, corrige-moi, là, tu avais comme 2 sièges, tu étais toi dans un siège, puis l'autre, mais vous faisiez tellement de folie, puis tu devais capoter. C'était toutes des interviews spéciales. Ça te sort un peu de la zone de confort, non? Sur un Si tu cheval, me à un dis moment non, donné. c'est tu me donnes la réponse. Si tu me dis non, c'est que tu me donnes la réponse. Donc, je te dirais oui, Ouais. ça m'a sorti de ma zone de confort. J'espère. C'est un privilège. C'est un privilège, d'ailleurs, de sortir de sa zone de confort. Parce que il y a bien du monde qui, Oui. si tu leur demandais s'ils ont envie de sortir de leur Non, zone de non. confort, ils diraient Non. non. Et donc, je pense qu'il y a un privilège. Puis c'est un privilège de gens qui en ont les moyens d'en sortir de leur zone de Tu as confort. tout à fait raison. Mais oui, j'ai fait pendant 10, Comment ça 11, sinon s'appelait, ça? 12 ans, des grandes entrevues, juste Ah, pour rire à une c'est époque. ça. Puis après ça, les grandes entrevues. Passer devant le public sur scène avec Lucchini, dans le cas du cheval dont tu parles, Ouais. c'est Fabrice Lucchini qui était en face de moi. Puis Écoute. je l'ai fait. J'étais avec Hélène Bourgeois-Leclerc dans 2 baignoires Non, c'est fou, qui complètement. n'étaient pas remplies d'eau, mais quand même, parce que les mises en scène, pour générer la conversation, étaient un élément essentiel de notre proposition. Il y avait vraiment un élément de storytelling, c'est-à-dire qu'au-delà de l'entrevue traditionnelle, il y avait toutes sortes d'artifices, mise en scène, décors, stunts, Ben oui. qui nous permettaient de faire avancer l'entretien. Il y a toutes sortes de manières de poser des questions. Puis dans ce cas-ci, là, c'est une proposition qui était effectivement plus dans le registre du showbiz, Mhm. ou, pour revenir à la question d'il y a 5 minutes, se faire aimer ou pas se faire aimer. Évidemment, si je parle avec ce genre d'invités-là, c'est parce qu'on veut être aimé pour nécessairement moi, mais eux, et je les inviterais toi, tu pas les laisses grands. si ils me déplaisaient. Ben toi, tu les laisses grands, là. Mais c'est surtout, Ben oui, c'est bien évident. oui, Ben mais oui. l'idée, c'est surtout de pas... Dans le monde de l'interview politique, par exemple, les objectifs sont différents. Mhm. Tu as quelqu'un qui est imputable, qui a des comptes à rendre, et tu lui poses des questions parce que cette personne a des comptes à rendre. Dans le cas des grandes entrevues, c'est un peu différent que demain. Tu fais affaire avec des artistes qui sont aimés. Il n'y a pas de contentieux. Tu n'es pas là pour chercher des poux. Il peut y en avoir à l'occasion, puis tu peux ne pas être complaisant. C'est pas Mais l'objectif. c'est ça, c'est pas Si je l'objectif. parle avec le premier ministre, c'est autre chose. Tu sais, on parle, on veut pas nommer d'autres intervieweurs, mais il y a souvent des gens, les gens vont se dire, hey, moi, j'ai pas hâte d'aller voir lui ou elle, parce que ça va être dur. Là. Tu sais, on voit des gens qui posent des vraies questions, puis qui aiment ça un peu brasser. Moi, ce que j'aimais, mais ce que j'aime encore de de ta carrière, c'est que tu vas quand même avec tes valeurs poser les vraies questions, mais tu as une façon distinguée de justement amener la personne à peut-être plus réfléchir à ce que tu viens d'y poser comme question que de tout de suite être sur les gardes. Je sais pas si je me trompe. Je trouve que tu fais ça dans les règles de l'art. En fait, c'est le souhait que je fais, que je me fais. Et je pense que tu peux être ferme. Tu peux justement ne pas être complaisant et rester poli. Tu n'as pas à attaquer les gens. Tu peux être implacable. Hein? Il y a des gens qui méritent qu'on le soit d'ailleurs parce que justement, ils ont des comptes à rendre. Ouais. Mais c'est pas un procès. Pour moi, c'est important. C'est pas un procureur, un journaliste, un intervieweur. La personne qui est en face de moi, sauf rare exception, n'a pas à répondre d'accusations criminelles. Ça arrive à l'occasion. Tu parles à quelqu'un qui est un criminel puis tu poses des questions, mais je suis quand même pas le juge d'instruction. Non. Je suis pas le juge. Pas le procureur de la couronne. À la rigueur, je suis procureur pour poser des questions en lieu et place du public. Mais en tout état de cause, l'idée, c'est d'obtenir les meilleures réponses possibles. Oui. Ça, c'est bon. À l'usure, moi, j'ai réalisé avec le temps que en étant frontal et en étant, j'allais dire dur, je sais pas si c'est le bon mot, mais dur au sens caricatural, tes questions deviennent plus importantes que les réponses. Ouais. C'est-à-dire que les gens vont dire « Hey, il y a-tu dit? » La question, c'est est-ce que la bonne question, le bon objet, c'est est-ce qu'il y a eu des réponses satisfaisantes derrière ça? Mais t'en posé une bonne question, Stéphane. Avec qui tu as eu le plus
et de plaisir, mettons, on va dire 2 questions dans une, et avec qui que tu t'es senti, tu t'es dit: «Maudit, j'aimerais ça disparaître d'un coup sec». Je veux pas mettre la personne en problème, là, si tu veux pas, mais tu sais, il y a des fois où est-ce qu'on fait une entrevue, on est super content après, et puis une autre fois, on va dire: «Maudit Seigneur, là, ouf, je l'ai échappé». Ça a été sûrement arrivé sur 10 000. Des fois où j'ai l'impression d'avoir échappé, ça arrive fréquemment. Sans réécoutant, je me dis finalement, c'était pas si parce pire. qu'on devient très, très, très hyper lucide en temps réel. Tu dis, qu'est-ce que j'ai fait là, qu'est-ce que j'ai fait là? L'entrevue que j'ai faite cet après-midi avec Raphaël Rossello, le pitch que je t'en ai fait il y a 1 minute et demie me semble meilleur que l'entrevue que j'ai faite. C'est-à-dire que je me trouvais plus à l'aise, plus capable de raconter, que j'étais capable, moi, d'interagir avec lui. Ça doit être un monsieur qui est impressionnant aussi, même si toi, t'en as vu une. C'est pas ça. C'est pas ça. Un autre, non? Non? Non, je pense pas. C'est pour aucune raison bonne. Oui, ça arrive. Parce que c'est très rare, je suis intimidé. Je suis pas très intimidable. Des fois, je veux bien faire. Ouais. Je veux être à la hauteur, par exemple, du respect que j'ai pour un invité ou de ce que cet invité a généré en moi. Donc, j'ai envie de l'élever ou de faire en sorte que ça soit pas plate. Et donc, à chaque fois, je reviens à la question. Pas à chaque fois, mais souvent, je suis certain que quand je vais réécouter Rossello, ça va être parce que certainement beaucoup moins mauvais que je le pense. Oui, c'est ça, on pense que je le dis avec un sourire en coin. Je te le souhaite. Et puis des fois où je me suis vraiment battu la coule puis me dire ça arrive, mais c'est pas très fréquent parce que justement, je le sais avec l'expérience que c'est généralement moins grave que je le pense. Puis des moments de pur bonheur, il y en a plein. J'étais avec Fanny Ardant, la grande comédienne, puis il y a eu un moment où, pas un moment, l'entretien. Un fou rire? A été jouissif, c'était le fun. Okay. Ah non, c'est récent, on a fait ça il y a 3 mois à Paris. Et c'était une zone de plaisir, de communication qui devient de la communion. Tu es avec la personne et tu sais qu'elle adhère parfaitement. C'est comme une danse. Ben oui, tout à fait. Et tu te déplaces, mais tu sais pas c'est qui a donné le coup de rein. Tu sais, qui a avancé, qui a reculé, qui a tourné. Mais ça suit. Exact, et c'est harmonieux. C'est un très grand sentiment. C'est très près de la sensualité. Tout à fait. Ça peut être vrai avec un homme, ça peut être vrai avec une femme. C'est ce que j'appelle la syntonisation. Quand 2 têtes finissent par travailler bien ensemble au bénéfice de ceux qui les écoutent. Et je pense que c'est le meilleur des rendements quand la personne qui répond se met à penser en temps réel à des choses auxquelles elle n'avait pas pensé avant de répondre à la question qui lui a été posée. Parce que c'est facile, pour moi, pour toi, pour tout le monde, de répéter des choses qu'on a déjà dites. On le sait. Parce qu'on sait qu'on peut être efficace, parce que c'est facile, c'est le default, c'est la réponse par défaut. C'est ton... OK, c'est comme la jument, ou en fait la bête qui rentre à l'écurie toute seule, assez par où est l'avoine, puis il va, puis t'es rendu, ça s'est bien passé. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quand je vois un invité en face de moi qui est en train, puis je vois dans son regard, de réaliser qu'il dit quelque chose qu'il n'avait pas dit ou auquel il n'avait pas réfléchi avant. Si je vois, c'est surprend lui-même. Oui, et la personne s'intéresse. C'est soudainement, elle dit « Hey, je tombe bon. Je suis moins plate que je le suis souvent. » Puis le meilleur moyen, évidemment, pour générer ça, c'est d'avoir écouté avant une entrevue, beaucoup d'entrevues avec la personne que tu vas interviewer, parce que tu finis par savoir ce que sont ces chemins de crête où est-ce qu'elle se retrouve en hauteur à dire à peu près les mêmes choses. Faire en sorte, discrètement, de barrer le sentier, puis d'aller vers autre chose. Puis c'est très drôle parce que dans une entrevue, il m'arrive très fréquemment de voir la personne qui sait que le sentier est juste là. Puis elle attend juste un prétexte pour faire un segway puis partir. Puis toi, tu l'emmènes ailleurs. C'est combien de temps, jusqu'à ce qu'elle oublie le sentier et sorte sa machette pour se faire un chemin. Et là, c'est là, c'est vraiment c'est un art d'interviewer. Tu sais, moi, ça fait juste 6 ans là, que je fais ça. Je suis rendu à 607 entrevues. Tu es la 608e ou 609e, en tout cas. Mais c'est un art. Tu es d'accord? C'est un... En tout cas, c'est pas une science, ça, je peux te le dire. C'est une science. Puis ce qui est le fun aussi, c'est... Moi, en tout cas, pour ma part, ça m'a aidé beaucoup dans l'écoute.
Parce que on a besoin d'écouter comme faut quand on est intervieweur, quand on interviewe les gens, d'avoir une certaine écoute. Je pense, en tout cas, je sais pas de ton côté, mais au niveau de l'entrepreneuriat, souvent les relations interpersonnelles, le réseautage, les gens ont tendance à parler beaucoup plus qu'écoutent. Puis ça, ben, c'est une problématique en soi parce qu'à un moment donné, tu as besoin que les gens écoutent. Tout le monde aime se faire écouter, mais il faut pas que tu parles trop. Tu sais, il y a un dosage à faire. Moi, ça m'a aidé beaucoup, en tout cas, l'écoute. Mm. Ben, je pense qu'il n'y a pas il y a pas de bon entretien si tu n'es pas intéressé par les Ouais, réponses. l'empathie, ben oui, c'est sûr. Si tu t'intéresses. Mais c'est plus que l'empathie, c'est de déchiffrer en temps réel ce que la personne te dit. Ouais. Combien de fois as-tu eu une conversation avec quelqu'un qui parle et qui veut communiquer, mais qui, à chaque fois que pas que tu objectes, mais que tu interviens, est tellement concentrée dans ses pensées qu'elle ne t'entend pas. Puis, et c'est pas parce qu'elle veut pas t'entendre, c'est qu'elle est totalement dans sa tête. Il n'y a pas de Je viens de le communication. vivre dernièrement. Ce que tu dis là, Et- j'ai posé la question. Et c'est pas quelqu'un c'est pas quelqu'un qui est nécessairement narcissique, Pas obsédé par pantoute. elle-même. Des fois, c'est une espèce d'agitation. Et voilà. On parlait du hamster. C'est le hamster. Ah ouais, Ça tourne. il est parti là, dans son élément, puis il est tellement passionné par son sujet qu'à un moment donné, j'ai posé une question et puis il continuait, puis il continuait. Mais il faut dire qu'il était avec des alligators, là, ça, c'était quand même assez spécial parce que mon ami Philippe, il n'entendait pas ma question. Alors, mais ça a fait une super belle entrevue. En tout cas, je te l'ai envoyé tantôt, Stéphane, tu pourras regarder ça. Je veux... Mais c'est vrai dans les couples, c'est vrai dans les couples d'associés dans des business. Ben, les couples, ils disent que c'est l'écoute sélective que j'ai entendue. Ça existe, mais je pense que dans tous les couples, en fait, professionnels, Ouais. ceux qui sont des couples amoureux, l'impression, fondée ou non, je dis bien fondée ou non, de ne pas être entendu. Parce que si c'est pas fondé, c'est-à-dire que si on sait qu'on écoute quelqu'un, mais que cette personne est quand même convaincue, puis on s'en rend compte, qu'elle a l'impression de ne pas être écoutée. Ouais. C'est notre responsabilité de casser le mur, oui. puis de faire en sorte que cette personne comprenne, entende qu'elle est écoutée. Parce que je pense que c'est une des pires frustrations. Je réponds donc, je reviens à ce que je disais, que ça soit fondé ou non, si quelqu'un pense ne pas être entendu, c'est le début de la fin de quelque chose. Tout à fait. Et puis, éventuellement, c'est la fin de la fin. Tu arrives au bout. À plus forte raison, quand tu sais que tu écoutes, la personne s'en rend pas compte. Mm-hmm. Tu sais que tu es concentré, elle est tellement agité. Il faut faire le time-out, dire un instant, là, tu ne comprends pas que je suis en train de t'écouter. Je t'entends. Faut même que tu répètes. De cette espèce. Faut même que tu répètes ce qu'elle vient de dire parce que sinon, elle est certaine que tu n'écoutais pas. Hein? Et la communication, pas au sens de celle que fait ou font nos politiques, que je respecte par ailleurs, mais qui des fois se substitue à l'action. La communication, au risque de dire une bêtise au sens où tout le monde le sait, mais tout le monde ne le pratique pas. C'est clair. C'est la base, c'est le degré zéro des relations. Et à partir du moment où quelqu'un pense qu'il n'est pas entendu, c'est l'impression aussi de ne pas être respecté. Bon. C'est éventuellement le ressentiment qui se construit. On parle, moi, je reçois beaucoup des entrepreneurs qui ont des employés la plupart du temps. Puis c'est sûr que ça, ben, ça joue un rôle. Un bon employeur, un bon leader, il faut qu'il sache écouter aussi son équipe. Je veux revenir sur le monde à l'envers. D'abord, ça roule encore? Non? C'est arrêté? Question niaiseuse. Alors, j'ai un scoop pour toi. Ah oui, donc? Ben, je ne suis pas qu'elle est niaiseuse, mais c'est juste que tu n'as pas regardé tes journaux pour un certain temps. Non, je lis pas les journaux, je suis désolé. Le monde à l'envers, il n'y a pas à être désolé. Le monde à l'envers n'est plus à l'antenne depuis, en fait, le printemps dernier. OK, ça fait 1 an déjà. La direction de... ça ne fait pas 1 an, ça va faire 1 an bientôt, Marc, c'est vrai. Ça va faire... C'était au printemps, en avril, la dernière émission. On aurait dû reprendre l'antenne au mois de septembre, mais les choses vont, comme tu l'as probablement pas lu, très mal à TVA. Ouais. Ils ont congédié 40 quelques % de leurs employés cet automne. Et notre émission, Le Monde à l'envers, était une des premières victimes d'un processus de resserrement budgétaire. Donc, nous avons appris à la mi-août
que l'émission, en fait, parce qu'elle avait été renouvelée, tout le monde travaillait, on était tous à préparer la saison. Et puis, malgré ça, on a tiré sa plug à la mi-août. Et donc, C'est plate on a parce que tous j'aimais ça, ce genre travaillé. d'émission-là. Moi, d'abord, tu faisais un travail exceptionnel là-dedans. Mais ce que j'aimais, c'est que tu avais des invités d'un peu n'importe où. Tu sais, c'était pas. Tu sais, Oui, c'est c'est ça que vrai. j'aimais, d'avoir justement un sujet, ou deux, ou trois, ou quatre, là, parce que tu n'avais pas juste un sujet, mais c'était des sujets qui étaient traités par des yeux différents. Alors, c'est ça qui fait la. C'est notre ambition. Oui, je trouve que ça fait une belle formule d'émission. Bon, on va parler d'un domaine X ou d'un sujet X, mais on va avoir, mettons, 6 personnes. Alors, on voit pas ça pareil d'une personne à l'autre. Puis même que des fois, il y a des gens qui étaient complètement à Vrai. l'opposé, là. Puis en tout respect, c'était parfait. En France, tu dois le vivre, hein? Les gens s'astinent plus. Hein? En France, ça s'astine beaucoup. C'est ce qu'on appelle, nous, de Ouais, l'obstination. nous autres au Québec. Ici, on Comment appelle ils ça du appellent ça débat. là-bas? Je pense que c'est du débat. Non, mais qu'est-ce qu'ils disent, eux, Et les t'as le droit. Français, là, quand ils disent Quand ils pinaillent, quand ils s'engueulent entre eux. Ouais. Ils sont habitués, on Mais dirait. ça fait partie. Bien évidemment, Hey. on dirait pas, ça fait partie de la culture. Ouais. Et c'est d'ailleurs apprécié. Ben oui. On ne demande pas à des amis d'être d'accord tout le temps Non. sur les mêmes choses. Les visions du monde sont plus clivées Ouais. et on ne cherche pas le consensus à tout prix dans cette société. Je pense que c'est très, très bien, d'ailleurs, parce que ça n'existe pas. Moi, je ne connais pas de société où 85 ou 10 Non. des gens pensent la Ben non. même tiède Ben non, ben affaire. non, ben non. Parce que pour s'entendre, il faut que ça soit vraiment le plus petit commun dénominateur. Or, ici, on accepte très, très bien de ne pas être d'accord. Ouais. Puis c'est normal. Ça Et ça fait n'exclut partie pas. des mœurs. Oui, puis c'est une bonne chose parce qu'il y a une dialectique, c'est-à-dire quand des points de vue qui s'opposent, il y a finalement quelque chose qui se dégage. Est-ce que c'est parfaitement au centre, j'en sais rien, mais il y a une Il y a de négociation. quoi qui se passe. Tu penses blanc, je pense noir, ça va être gris pâle, gris foncé, mais il va se passer quelque chose. Si tout le monde pense gris pâle, gris pâle et gris pâle ensemble, ça va toujours bien faire du gris pâle. Est-ce que tu sens la différence c'est- parce que tu as vécu quand même longtemps ici, là, au Québec? Est-ce que tu le sens, là, la différence par rapport justement à ce. On dirait qu'ici, on est trop politiquement correct dans le sens qu'on n'a pas le droit, on dirait, de s'astiner. Ben, on dit astiner, mais c'est Je sais pas, je obstiné. sais pas qui a écrit ça, qui l'a dit. Moi, personnellement, je n'y crois pas. Je suis d'accord avec toi que c'est souvent le résultat final. C'est-à-dire que c'est tiède, nos débats sont rares. En Europe, ça Mais s'astine sur des il y a personne. plateaux, là, tu vois ça. Moi, j'écoute beaucoup CFI. Et pas juste sur des plateaux, au café, au Oui, resto, partout. entre amis, Ben oui. à table. Ils se disent ce qu'ils en Puis disent. pas juste pour s'arracher. Ouais. Pas pour s'arracher Non, les cheveux non, non plus. non. Ça peut être fait très Ben oui, respectueusement. tout à fait. Ici, on dirait que tu n'as pas le choix. Ah, ben toi, tu penses de même. OK, bon, on va parler d'un autre sujet parce que. Ben, c'est ça. C'est ça qui est ça. Et on Ouais, passe à autre c'est chose, ça on tourne la qui page. est ça. Asti. En tout cas, Mais c'est plate. donc, je ne sais pas quoi dire parce que je dis pas moi qui va changer la manière de faire. J'ai une C'est ce que question, nous sommes Stéphane, collectivement. parce que je vois le temps filer, puis je sais que tu as un horaire chargé, mais j'ai des gens qui m'ont envoyé des questions. Fait que je peux te poser quelques questions de mes auditeurs. Ils veulent savoir le petit Stéphane. Le petit Stéphane, tu sais, mettons, on va dire à l'élémentaire, secondaire. C'était quoi? C'était-tu un petit gars gêné, réservé? C'était-tu un petit tomboy? C'était-tu un petit batailleur? C'était qui? Un peu de tout ça. J'ai été très perturbé, batailleur à une époque de ma vie. Ah oui? Humide, je l'ai toujours été, je le suis encore, probablement parce que j'aime. C'est paradoxal, je dirais, apparemment très confiant. Puis je l'ai été pour avoir fait les vies que j'ai faites ou les jobs que j'avais à faire, il fallait être un peu confiant. Absolument. Mais en même temps, je dis c'est paradoxal. J'ai jamais eu un trop-plein de confiance. J'étais capable de bluffer, j'ai été capable de me mettre justement en situation de risque ou à risque de sortir de ma zone de confort. Ma zone de confort, ça aurait été probablement de faire le moins de choses, pas me faire remarquer d'une certaine façon, tellement il y a quelque part en moi quelqu'un d'un peu timide, La timoré, gêne, oui. qui manque de confiance. C'est pas unique, hein, d'ailleurs. Je pense que beaucoup de gens qui font ce métier se mettent à risque justement pour compenser leur peur. Absolument. J'avais ça. Mais j'étais pas sage, j'étais pas un garçon sage. Non? J'ai été très perturbé Ah oui? jusqu'à l'âge de... Après, jusqu'à
13, 14, 15 ans. J'étais pas un garçon particulièrement sage. Batailleur, mauvais à l'école, absent de l'école. Mauvais à l'école, Et hey, la ça, maison mais très... là, non, je m'attendais pas à ça. Moi, pas bon, des bonnes notes, non? Très, très mauvais Ah étudiant. ouais? Très mauvais élève, devrais-je dire. J'ai vraiment... J'ai perdu mon temps, en fait, parce que j'ai boudé ce temps que j'aurais pu consacrer à apprendre mieux, Ouais. ce que j'ai pas fait. Mhm. J'étais en rébellion, il n'y a pas de doute, contre l'autorité. J'étais incapable de soumettre un devoir ou un travail parce que je voulais pas qu'il soit jugé. Je n'aimais pas ça. Donc, voilà, pour le jeune, le petit Puis Stéphane. qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui au qui petit est parti. Stéphane, là, mettons, avec le bagage que tu as? Tu lui dirais quoi? Là? Mettons, il y a 15 ans, quand? Stéphane Bureau à 15 ans. On lui dit quoi? Le vieux Stéphane là, de 50 ans. T'as quel âge? T'as-tu mon âge, Stéphane? 59 ans. Ah, t'as de l'argent. T'as vraiment pas l'air de 5. 59. Je t'aurais mis plus jeune que moi. Je pense que Pour vrai. Moi, j'ai c'est 56. gentil comme tout, c'est gentil. Je te jure. C'est gentil comme tout, mais non, 59. Je pense que j'aurais voulu le convaincre de ne pas trop s'inquiéter. OK. Parce que j'étais pas anxieux, mais j'avais des doutes tellement forts que je me donnais pas beaucoup de marge. Et d'une certaine manière, j'allais employer le mot réussir ou le verbe réussir. C'est pas réussir au sens de la carrière, ça peut être un facteur, mais j'avais une telle ambition d'avoir une vie qui soit à la hauteur de tout ce dont je rêvais. C'est bien différent. Des fois, le boulot, le travail, t'amène à faire la vie que tu veux faire. Tu parles pas juste d'argent, d'expérience, de t'exposer à toutes sortes de choses. Et donc, j'avais une soif de faire une vie. Après, pour moi, hein, c'est pas pour les autres, mais excitante, galvanisante. Puis j'étais très, très anxieux de ne pas être capable, donc de la rater. Je pense que si j'avais à parler au jeune homme, je lui dirais « respire par le nez ». Je pense que je lui aurais suggéré de profiter au moment où elle parle des occasions qui lui sont offertes, par exemple l'école, plutôt que de vouloir être déjà dans ma vie professionnelle, parce que très jeune, c'est comme ça. Je voulais travailler, je me suis fait recommander de profiter de ces expériences-là. Je pense que je me serais suggéré, parce que ça m'a pris du temps, je pensais pendant que je répondais, ça arrive des fois. Je le sentais. Je me suis fait recommander Je le sentais. Je me suis fait recommander de jouer davantage. Ouais, ça c'est bon. C'est bon. Jouer. Oui, avoir du fun. Enjoy, amuse-toi. Jouer. Pas juste t'amuser, mais jouer. Jouer à balle, jouer au Monopoly, jouer au volleyball, jouer. Être dans une perspective ludique. Très tôt, il y avait un compétiteur en moi qui, si j'étais à peu près pas certain de gagner, je voulais pas jouer. C'est le contraire de l'esprit du jeu. D'un jeu, tu y vas pour le plaisir de, pas juste de participer, de jouer. Tout simplement. Puis j'ai un peu, non beaucoup, tué ça. C'est un vrai regret. Comme disait notre ami défunt René Angelil, toi, t'aurais dit « ça va bien aller hein? ». Ça devait être le fun d'entendre ça. Oui, quoi que le... C'est réconfortant, je trouve. Le motto... Hein? Oui, je suis d'accord, mais c'est parce qu'il est associé à une période où, récente de notre histoire, la COVID, où les gens le disaient comme ça. Oui, mais là... Parce qu'ils étaient terrorisés par la peur. C'est clair. C'est une période que j'ai pas aimée. Parce que je n'aime pas quand la peur domine. Et c'est comme si côté des médias, on disait le contraire de ce qu'on pense pour se rassurer. Non, mais tout le monde. J'ai jamais été terriblement paniqué, mais ça va bien aller. Je trouve qu'il était plus anxiogène que rassurant. Tout à fait. Ah oui, parce qu'on le disait, mais on n'était pas convaincus en le disant. Exact. J'ai une autre question ici, Stéphane. Le premier travail, c'était quoi? La première fois que tu as fait des sous? Pour vrai, des sous... en travaillant, je parle. Oui, tout à fait. La télévision de Radio-Canada, émission jeunesse à 12-13 ans. Ah oui?
Oui, probablement. Vraiment un salaire régulier parce que je faisais de la télévision toutes les semaines, donc je faisais une fortune à l'époque. Je pense que c'était 172 par semaine. Donc, Hey, peux-tu imaginer, genre en c'est 1998, incroyable. C'est- Ben 78, oui, on sait pas de bon. Ben 76, oui. pas trop, Oui, tu sais ça. oui. Donc, c'était Ben, énormément d'argent. Moi, j'ai jamais été aussi riche de ma vie, avec zéro ben oui, en responsabilité. plus. Pas d'employé à gérer, puis... hein? Exact. Non, puis pas de loyer Pas... non plus à ce Ben oui. moment-là. Éventuellement, j'aurais un loyer trop tôt parce que je suis parti de chez moi très Oui. jeune, j'avais 14 ans. Mais mes premiers salaires réguliers, premier job, c'était la télévision de Radio-Canada, les émissions 14 jeunesse à ans. Radio-Canada. 14 ans 13, que 14. tu es parti de chez toi. Parti de chez moi à 14, ça marche. Sais-tu... Je suis éventuellement Est-ce revenu que un an c'est et demi plus indiscret tard. de te demander dans quel... c'est quoi qui t'a pogné dans la tête pour un jeune de 14 ans de s'en aller comme ça? C'est... Je l'ai souvent raconté. J'ai plus beaucoup de soif pour parler de Non. ça. Pas parce que ça me fait, Non, ça me non, gêne, mais ça me je fait sois honte. bien à l'aise. Ça Mais m'intrigue. je suis très à l'aise. C'est pas un malaise. Je le sais pas. C'est un mystère. C'est un mystère Parce certain. que C'est rare qu'on voit ça, hein? T'es d'accord? statistiquement, on ne doit pas être nombreux. Parce que moi, Je pense que c'est un mystère aussi pour mes moi parents. j'ai quitté à 16 ans. Enfin, Fait que c'est pour ça, tu sais, c'est pour ça que ça m'interpelle. Mais tu sais, au moins et 16 ans. c'était un peu jeune. C'était un À peu jeune. 16 ans, tu as une voiture, tu as un travail, tu es autonome, tu as un appart. Mais là, 14, je trouve ça jeune dans ta. C'est comme C'est jeune, c'est j'ai eu jeune, c'est jeune. dernièrement des invités qui ont été papa, maman à 16 et 18 ans. Fait que, tu sais, c'est quelque chose. Aussi, c'est Oui, jeune. le gars 18, la fille 16, et c'est capoté. Puis ça fait une belle entrevue, là, c'est sûr, mais ça reste que sur le coup, ça m'a comme. Tu sais, moi, je suis papa, j'ai deux. Beaucoup de responsabilités sur de frêles épaules. Tu sais, parce qu'à 16 ans, là, t'es vraiment pas un adulte, pas plus qu'à 18 ans, t'en es un. Ben non. À 18 ans, nos enfants, c'est des petites filles. On parlait d'enfants. Dernière question, si tu as la gentillesse de rester avec nous encore un peu. Les enfants, la famille? La question étant, La question étant, est-ce que tu as des enfants? est-ce que j'ai de la famille ou j'ai de la famille? Est-ce que tu as des enfants? J'en ai 2, mais qui sont pas biologiquement de moi. Donc, 2 enfants dans ma vie qui ont un impact et une présence grande, mais je ne suis pas le géniteur. OK, toi, tu es le. Mais j'en parle pas parce que c'est vraiment, je dirais, dans ma Non, zone ben c'est tout à fait privée. légitime, de toute façon. Pas parce qu'on n'est pas le Et je géniteur. préfère. Il y a des papas qui sont géniteurs, qui sont bien moins papas que d'autres papas qui ne sont pas géniteurs. J'ai été très présent et ils sont très présents dans ma vie. C'est des gens très importants. C'est 2 présences qui ont bouleversé et changé ma vie, mais c'est un chapitre sur lequel je me suis jamais vraiment épilogué ou sur lequel j'ai pas épilogué, donc je préfère ne pas en parler. OK, cool. Pour ne pas engendrer leur propre malaise, je dirais. Aucun problème. Stéphane, le Stéphane Bureau en France, est-ce que c'est le même qu'au Québec? Il est pas mal partout pareil. Oui. Au Québec, moi, je suis 4x4. Donc, à la ville comme à la campagne. Qu'est-ce qu'il aime? Qu'est-ce qu'il aime? Off-track, one-track. Qu'est-ce qu'il aime? Es-tu en campagne? Es-tu avec la nature? Je suis en plein cœur de Paris. Dans mon angle mort, là, c'est la Tour Eiffel que je Fait vois. que t'as de la brique, Donc, je là. suis très loin de la T'as de la campagne. brique partout, là. Dans ce cas-ci, c'est pas trop de la brique, c'est dégagé, mais non, je suis pas très. J'adore la campagne. J'adore la nature. J'ai passé une partie de ma vie aux États-Unis à vivre justement dans la nature, que ce soit en Arizona ou au New Hampshire, parce que j'aime la montagne particulièrement. Mais je suis un urbain. Je travaille en ville. J'aime profiter de la ville. Puis si t'es à Paris puis t'aimes pas la ville, t'es à mauvaise Non, place. c'est clair. Ça, C'est une ville-ville. c'est pas. Non, c'est pas une demi-ville. Non, c'est pas. Et Québec, il faut on avoir peut considérer une demi-ville parce que oui, on a la ville, mais on a beaucoup de grandes étendues. C'est une toute petite C'est ville. comme moi, je suis C'est au une lac toute petite Beauport, ville. j'étais à côté de Québec, là, mais dans le fond, ce matin, je marchais dans le bois, puis on était dans la nature, puis tu sais, Oui. c'est capoté, là. C'est capoté. Il y a plein d'avantages, mais disons que c'est pas un des centres du monde en termes urbains. Là. Non. C'est pas, Non. pas plus que Montréal, du reste, pour ceux qui se sentiraient vexés. Non. Je pense pas que Montréal fait partie des grandes métropoles du monde. Quand tu as voyagé un peu, là. Certaines. Hein? Et donc, il faut aimer les villes. Moi, j'ai habité à Washington, j'ai habité à New York, j'ai habité à Paris. Et c'est à chaque fois des gros coups de cœur. J'aime être dans ces endroits où tu sens que, d'une certaine manière, le pouls de la planète bat. Parce que Paris, c'est la gare de triage. Il y a des gens de partout. Je ne peux pas faire de dessin, ceux qui t'écoutent le savent. Mais c'est un feeling très satisfaisant. C'est une énergie.
c'est une disponibilité aussi de tout. Puis, on pourrait dire les films, le théâtre, les expos, les restos. Mais c'est beaucoup plus que ça. C'est de plus en plus le quotidien. Ben oui, puis c'est de plus en plus hétéroclite. Là. Il y a des gens de partout. Là, à cette heure à Paris, tu n'entends presque plus parler français. Là. Moi, la dernière fois, je suis allé. C'est faux, c'est Oui? faux. Ben, moi, la dernière fois, je suis allé, vrai. m'en dire une chose, là, j'ai pas vu beaucoup de Québécois, ça c'est sûr, mais j'ai pas entendu beaucoup la langue française. Pour vrai, là? Ben, je sais pas où tu étais. Ben, moi, j'ai fait la Côte d'Azur, là. Je suis descendu jusqu'à Nice, puis... Il y a peut-être des touristes. Il y avait peut-être beaucoup de touristes sur la Côte d'Azur. Ben, mais ouais. puis je te dis pas qu'il n'y a pas des gens qui parlent d'autres langues. Mais j'ai trouvé que Paris était... peut-être que c'était mon ignorance, là. J'arrivais là, moi, je pensais que ça allait être beaucoup francisé. Quand je suis arrivé là, j'ai vu des gens là, de toutes sortes. Je capotais. Un peu comme à Vancouver. Ben, c'est pas mon expérience. Non? Il y a beaucoup de Français où ce que t'es? Tu T'es dans un coin où il y a beaucoup de Français, pas? Ben, je serais essentiellement des Français, mais ça parle français. Puis je me promène aussi en dehors de Paris. J'ai pas d'expérience comparable à ce que tu peux vivre à Montréal quand tu arrives au centre-ville dans un commerce où la personne n'est pas capable de te répondre en français. Sincèrement, ça m'est pas arrivé. Donc, c'est dur, ça. J'ai pas vécu. C'est dur à battre, ça. Ça, c'est dur à battre. Donc, non, moi, je crois à Paris. Est-ce que tu vas prendre l'accent? À mon âge, je pense que c'est des plis qui sont difficiles à prendre. Oui. Je fais pas exprès pour ne pas être compris. Stéphane, il parle très, très bien à la française, hein? Mais, oui, Stéphane parle très bien le français parce qu'il y a un accent. C'est clair que, comment dire, des fois, c'est plus simple de faire un chouïa attention quand on parle pour être compris parce qu'ils n'ont pas l'oreille musclée. Et c'est vrai que quand tu vis dans la périphérie de la France, que ce soit les Belges, les Suisses, les Québécois, les Africains, francophones, tout à fait. On est tous davantage rompus aux accents des autres. Ne serait-ce que parce qu'on consomme des cinémas francophones venus d'ailleurs. Ici, tu n'as pas cette obligation. Puis je reviens à l'idée de l'oreille, elle n'est pas musclée fort. Alors, c'est de moins en moins vrai chez les plus jeunes. Je pense qu'ils sont plus ouverts, plus à même de comprendre ou d'être attentifs aux accents ou de ne pas être attentifs et de comprendre. Mais c'est évident, pour revenir à la question de l'accent, c'est aussi des fois une manière de faire efficace. C'est pas l'accent, mais tu veux produire. Puis il y a des mots. Puis il y a des façons de dire les choses. Il y a des mots que nous avons en commun, mais qui ne disent pas exactement la même chose. Des expressions. Mais quand tu parles de souliers, alors c'est du français avéré. C'est du français surtout ancien. Mais aujourd'hui, un soulier, c'est une chaussure de luxe. Quand tu vas acheter un soulier, c'est quelque chose de super. Alors que pour nous, des godasses, c'est des souliers. Et on ne pense pas dire chaussures ou on le dit plus rarement. Alors, c'est évident que si tu arrives en demandant à un grand magasin des souliers, tu regardes. Mais il veut savoir si t'es riche, si tu lui demandes des souliers. Puis je pense que la majorité, d'ailleurs, ne savent pas la différence. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas que le soulier est une chaussure de luxe. Mais ils te regardent puis ils te trouvent un peu bizarre. Mais ça dit peut-être quelque chose aussi de ce qu'ils ne sont pas beaucoup exposés. Mais c'est évident que si tu veux te faire comprendre, tu vas tout de suite dire chaussure. Et ça va mieux. C'est pas que le soulier passera pas, mais alors, ça fait que la transaction est plus rapidement faite. Même chose pour les accents. Il y a des mots sur lesquels on peut être un peu mou dans la prononciation. Ben, ici, c'est plus ciselé, c'est plus taillé. Parce que des fois, je pense pas que je risque de perdre ils ont de la difficulté aussi, des fois. Moi, le fait d'avoir un podcast, ça m'a aidé beaucoup dans mon... parce que moi, j'ai grandi dans un coin assez pauvre, les Moiloux à Québec. Peut-être tu connais le coin. Mais, très bien. Bon, mais ça reste que de bien articuler, de bien parler, c'est pas évident. Mais quand tu arrives là-bas, ben si tu parles en Limoilou, en jargon de Québec, un vrai Québécois, des fois, ils ne comprennent même pas ce qu'on dit, tu sais. Mais c'est d'ailleurs fondamental ce que tu dis, c'est-à-dire que le jargon nous divise. Ben oui, ça c'est clair. Il nous isole et il nous conforte. Tous les jargons. C'est vrai de l'argot, parler à Paris, mais qui était une manière aussi de ne pas être compris et entendu des autres. C'est un langage codé. C'était un langage codé.
par définition, moi, ce qui m'intéresse, c'est la communication. Donc, c'est pas de coder, c'est de faire en sorte d'être le plus rapidement et le mieux compris de tous. Comme aux îles de la Madeleine, aux îles les Madelinos, quand ils se mettent à parler avec 2-3 bières, m'a dit une chose, on comprend rien ce qu'il dit, là. Mais on pourrait dire la même chose de certains patois ici en France. Ouais. Si tu vas chez des Bretons, si tu vas dans le sud de la France, ça existe partout. À Marseille, ce n'est pas québécois. à Marseille aussi. Oui, c'est des accents très prononcés, forts. des accents ensoleillés, c'est le cas de dire. Mais alors moi, je pense que les accents, il faut surtout pas les tuer. Les accents, ils sont beaux. La question, c'est est-ce qu'on est lisible, est-ce qu'on est audible, est-ce qu'on arrive à nous comprendre? C'est ça le but. Et là, c'est le choix des mots, c'est la construction grammaticale et effectivement, c'est l'articulation. L'accent n'y est pour rien. Alors, il va être très, très, très fort. Mais je pense que quelqu'un qui s'exprime bien va être compris avec son accent, puis faire disparaître l'accent. C'est très centralisateur. C'est mécanique aussi, là, de... parce qu'il faut y penser. C'est comme un réflexe là, qui n'est pas nécessairement là. Mais l'idée de faire taire les accents, c'est très, très, très jacobin en France. C'est-à-dire que c'est le pouvoir parisien. C'est cette idée qu'il y a une norme absolue qui nivelle. On parlera tous le français de la même manière. C'est comme, je dirais à certains égards, l'Europe, qui est par définition quelque chose d'hétérogène. C'est des pays, des cultures, tout ça. Puis aujourd'hui, dans la construction administrative de l'Europe, comme si on voulait niveler les différents. Ils ont une monnaie, mais ils n'ont pas une langue. Ils n'ont pas de langue. Ils ont une monnaie, par exemple. Tentation. Ils ont réussi, les autres, à avoir une monnaie. Ça, c'est quelque chose. Je suis pas sûr que tous les pays qui ont eu à vivre avec cette monnaie ou avec les taux de change qui viennent avec s'en sont bien tirés. Je pense que la Grèce, à un moment donné, a trouvé très dur, sinon qu'on a tout fait pour les empêcher d'aller en banqueroute. Mais je suis pas sûr que la Grèce, au moment où ils avaient de sérieux problèmes, était heureuse de ne pas avoir d'agilité monétaire. Parce qu'à l'intérieur d'un carcan, où elle ne pouvait pas dévaluer, elle n'avait pas de marge de manœuvre. En fait, c'est un autre débat sans doute totalement inintéressant. Mais tu en train d'atterrir. Non, mais au contraire, c'est très intéressant parce que, puis c'est sûr que c'est peut-être pas le but aujourd'hui d'en parler, mais c'est très intéressant, Stéphane, puis je suis persuadé que t'es rendu à combien, là, de podcast dans ton Ça fait 1 an maintenant à Contact. On est à presque 60 épisodes. Non, c'est un par semaine à peu près. C'est beaucoup, un par semaine. Hein? Des fois, les gens disent « Hey, un podcast, là, c'est beaucoup. Un par semaine, c'est du... » Parce que c'est beaucoup de temps aussi, comme tu disais tantôt, Stéphane, d'aller étudier un peu c'est qui on va avoir en avant de nous autres. Tu sais, c'est quels les chemins où est-ce que des fois, on va vouloir bloquer un chemin parce qu'on le sait qu'il va aller là, mais tu sais, on peut peut-être aller, comme tu t'expliquais tantôt, ta mathématique. C'est du temps, là. C'est pas juste de parler avec la personne pendant 1 heure, là. Tu sais, il y a du temps avant, là. Ça, c'est le plus sympathique des moments. C'est-à-dire que c'est la cérémonie où tu te maries. Mais il y a tout ce qui précède le mariage. Puis il y a aussi la partie où tu courtises, parce que mes invités, il se trouve que dans bien des cas, c'est des gens qui ont des horaires de premier ministre. C'est des fois des premiers ministres. Et c'est des gens qui sont très, 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 très sollicités. Donc, c'est de les convaincre, de les amener, ensuite de se préparer, de faire la cérémonie, le mariage, qui est la partie fun. Puis ensuite, il y a un travail de post-production, c'est d'habiller ça, c'est de nettoyer, c'est de faire en sorte que ça soit bien mis en marché. Mais là, tu as une équipe, c'est pas toi qui fais ça, là. Oui, on est 3 essentiellement, mais... Dis-moi, est-ce que tu gardes des liens, Stéphane, avec les gens? Parce que, tu sais, je vois les noms, tu interviewé des Céline Dion, des Mario Vegas, Liosa, là, comment il s'appelle? Mario Vargas Llosa. J'ai de la misère à dire son nom, mais j'aime beaucoup cette Brigitte Bardot. On parle de M. Pavarotti, Donald Trump, Fernand. Écoute, Garth Brooks, pour n'en nommer que quelques-uns, est-ce que tu as gardé des contacts avec ces gens-là? En même temps, je le prendrais comme conseil. Avec Garth Brooks ou avec Brigitte Bardot, j'ai aucun contact. Tu peux pas appeler Garth. Un contact au moment de l'entretien. Salut, Garth, c'est Stéphane. Tu te rappelles de moi? Non. Il se trouve que j'avais un job qui justifiait de lui parler. Et lui avait une mission de parler d'un disque ou autre chose. Mais, une fois que c'est dit,
La réponse est oui. J'ai plein de liens qui se créent à travers les entretiens. C'est le fun, hein? Et de gens que je revois qui deviennent, je ne sais pas si c'est des amis, parce que des amis, j'en ai pas tant que ça. Mais en tout cas, des gens avec qui j'ai des bons liens. Oui, c'est que ça devienne des amis, au moins que tu puisses garder peut-être un lien ou une relation sans que... Une bonne entrevue qui dure 1 heure, 1 heure et demie, c'est comme une bonne date réussie. Ou c'est une date ratée, ça arrive aussi. Auquel cas, il n'y a pas vraiment de lien qui dure, mais j'ai plein de gens avec qui je reste en contact. C'est le cas de le dire. C'est le fun. Écoute, mais en tout cas, moi, sur ma fin, mon atterrissage, c'est un petit peu ce que je souhaite. Si on peut garder contact, ce serait le fun. Moi, je trouve que on a appris aujourd'hui avec l'équipe dans la jungle des affaires de connaître le Stéphane Bureau peut-être d'un autre angle, ou en tout cas d'apprendre des choses peut-être qu'on ne savait pas, parce que c'est bien évident que vous êtes des personnalités publiques. Hein? On vous suit, on vous voit à la télé, on vous voit partout. Fait que c'est bien évident qu'on en sait beaucoup. Fait que c'est pour ça que j'ai demandé à mes auditeurs de m'envoyer des fois des petites questions comme ça, questions aussi qui puissent après ça écouter l'entrevue. C'est ça le but, il faut qu'elle soit écoutée. Alors, écoute, j'aurais le goût de... Le souhait que je te fais. Oui, puis je te laisse le mot de la fin, pourquoi pas? Le mot de la fin, c'est merci, parce qu'il n'y a rien d'autre à dire. La satisfaction de ce que ça s'est passé comme tu le voulais ou non, il n'y a que toi qui sauras le dire. Personnellement, c'était une heure agréable. Mais néanmoins, toujours frustrante parce qu'on n'apprend rien à dire ce que l'on sait déjà. Dans le fond, moi ce que j'aime quand je pose des questions, c'est que je m'expose à l'autre. Quand c'est moi qui réponds, je ne peux pas dire que c'est un sport que j'aime beaucoup. Tu as tout à fait raison. Je suis forcé de dire, oui, mais tu sais, c'est moins intéressant que quand l'autre parle. D'accord avec toi. Écoute, tu m'inviteras à ton balado, mais... Et auquel cas, là, j'aurais probablement plus appris. Mais que j'ai 2 millions d'auditeurs, ça me fera plaisir de te... Parce que ça fait partie des plans ici avec l'équipe de marketing. On est en pleine expansion depuis 2 ans. Alors, c'est le fun. Le TikTok a commencé la semaine passée, YouTube cette semaine. On commence à faire bouger un peu la vidéo beaucoup. Alors, on amène peut-être le volet, parce que déjà d'avoir 600 invités comme toi, qui ont accepté. Le catalogue, c'est formidable. C'est-à-dire qu'à partir du moment où quelqu'un en aime une, il va peut-être aller en chercher 10 autres. Oui, c'est ça. Puis ces 10 autres vont développer ses curiosités. Puis si tu as chaque fois de nouveaux auditeurs qui veulent en écouter 5, 6, 7, 8, c'est toute ton écoute qui monte. Oui, c'est ça. Fait que, puis d'avoir des personnalités comme toi, ça, c'est bien le fun. C'est très apprécié. Merci beaucoup. Nous autres, écoute, dans la jungle des affaires, on le sait pas quand est-ce qu'on va revenir. Mais une chose est sûre, on va avoir du plaisir. Merci d'avoir écouté La Jungle des Affaires. Pour participer à l'émission, rendez-vous sur notre site web dans lajungledesaffaires.ca. À très bientôt pour une prochaine entrevue.